Bonjour et bienvenue à cette deuxième conférence interactive du Forum Prévoyance. Après avoir analysé les tendances socio-économiques et les effets de la pandémie sur les retraites, nous nous penchons aujourd'hui sur le deuxième pilier et sur les caisses de pension, leur performance. Comment améliorer la performance des caisses de pension? Comment améliorer la participation responsable dans les portefeuilles des caisses de pension? À quoi ça sert? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts, deux actuaires en l'occurrence. Catherine Pietrini, vous êtes vice-présidente de la commission de haute surveillance à Berne, la CHSPP pour les intimes, et Graziano Lucenti, qui est fondateur de Lucenti et Partners à Nyon. Alors, vous pouvez intervenir dès maintenant et poser vos questions durant toute la conférence. Et après, nous aurons le plaisir d'avoir une note humoristique de la part de Bruno Pecchi, 21 ans, sur le thème d'aujourd'hui. Mais d'abord, je passerai la parole à Madame Pietrini. Vous avez travaillé à la caisse cantonale d'assurance à Neuchâtel, puis la caisse de pension des CFF chez Hewitt et Pittet Associés avant de rejoindre la CHSPP. Peut-être n'est-ce pas inutile de parler, de définir ce que vous faites à la CHSPP. Oui. Vous avez la parole. Merci. En effet, j'aimerais vous présenter en premier lieu quelles sont les tâches de notre commission. La commission de la haute surveillance, la prévoyance professionnelle, a été instituée par la réforme structurelle du deuxième pilier en 2012 et elle a comme tâche principale de garantir une activité uniforme par toutes les autorités régionales, d'exercer une surveillance sur certaines fondations particulières et de dicter des directives pour les experts en prévoyance, les autorités directes et les organes de révision. Enfin, chaque année, elle établit un rapport sur la situation financière des caisses de pension. Ce rapport qu'on établit depuis 2014 nous sert un peu d'observateur pour voir l'évolution des caisses de pension dans les marchés. Aujourd'hui, j'aimerais relever quelques points qui nous semblent tout à fait saillants sur l'évolution du deuxième pilier et de son avenir. Alors, le premier point, c'est le phénomène de concentration du deuxième pilier. Le nombre de caisses de pension diminue de plus en plus, alors que le nombre d'assurés a augmenté depuis 1985. Et cette diminution du nombre de caisses de pension se fait depuis les caisses de pension d'entreprise aux caisses de pension collectives ou communes. Donc on a un transfert des assurés des caisses de pension d'entreprise aux caisses communes et collectives. Ce phénomène nous interpelle du point de vue de la surveillance pour différents motifs. Alors l'un des motifs, c'est qu'on a une concentration, donc on a des caisses de pension qui sont grandes avec beaucoup d'assurés. Donc s'il devait y avoir un problème, beaucoup plus de personnes seraient touchées. Ensuite, le fait qu'on a moins de caisses d'entreprise, il y a aussi le lien entre l'employeur et sa propre caisse de pension qui est en train de s'effilocher. Un autre point, c'est que notre législation sur le deuxième pilier avait été faite en pensant aux caisses de pension d'entreprise et pas tellement aux caisses collectives et communes. Et on retrouve relativement peu d'articles de loi ou d'ordonnances qui parlent spécifiquement de ces caisses. Donc, elles ont aussi, du point de vue de la surveillance, une certaine difficulté, les autorités directes, à obtenir tous les renseignements nécessaires pour pouvoir les surveiller correctement. Et enfin, elles travaillent dans un marché concurrentiel. Donc, elles peuvent avoir tendance, pour pouvoir capter plus d'assurés, à avoir des comportements un peu plus risqués. On a pu notamment remarquer qu'avec les mêmes stratégies de placement que les autres caisses, elles ont en moyenne des réserves de fluctuation de valeur un peu plus basses et elles utilisent aussi des tables techniques un peu moins prudentes que les caisses de pension d'entreprise. Le deuxième point que nous aimerions aussi vous parler, c'est l'évolution du taux technique et du taux de conversion des caisses de pension. Donc on voit que depuis que nous établissons notre
étude, dont moyenne dans les caisses de pension, le taux technique a baissé ainsi que le taux de conversion. Donc, c'est d'un côté une pas très bonne nouvelle dans le sens que les prestations diminuent, mais d'un autre côté, ces deux facteurs nous montrent que les caisses de pension ont su s'adapter au marché, ont su s'adapter et prendre les bonnes décisions pour rendre plus sûres les caisses de pension. Donc ça, d'un certain point de vue, c'est une très bonne nouvelle. Aussi, elles ont pu, grâce au conseil de fondation qui représente les partenaires sociaux, donc un conseil de fondation a une représentation paritaire entre les assurés et les employeurs, elles ont pu trouver des solutions, donc elles ont pu entre elles parler et trouver un terrain d'entente pour garantir la sécurité de leur caisse de pension. Par contre, la chose qui nous préoccupe un peu plus, c'est que le taux de conversion légal, qui se situe toujours à 6,8%, lui, d'un point de vue strictement actuariel, c'est-à-dire en regardant l'étape de mortalité et les espérances de rendement, n'est plus du tout adapté à la réalité économique aujourd'hui. Donc il est vraiment temps que ce taux de conversion puisse changer. On sait qu'on a essuyé 2 refus de la part du peuple pour une réforme du deuxième pilier, qu'une troisième révision est en cours actuellement et devrait avoir lieu. Et je pense qu'il faudra vraiment que les différents partenaires sociaux trouvent une solution qui soit viable et qui puisse permettre, par de différents moyens, de pouvoir réformer ce système. Ensuite, un dernier point qui est plus un point sociétal. À titre de plaisanterie, je l'ai déjà dit une fois dans une conférence, l'assuré moyen en 1985, au moment de l'entrée en vigueur du deuxième pilier, était un homme qui, à partir de 25 ans, était dans la même entreprise, faisait toute sa carrière et à 65 ans prenait sa retraite. Maintenant, l'assuré moyen, en faisant une caricature, rentre dans son entreprise, change 5 fois d'employeur, donc 5 fois de caisse de pension. Il se marie, il a des enfants, il fait un retrait pour l'acquisition de la propriété. Ensuite, il divorce. Finalement, après son divorce, il fait son coming out, il fait un PAX. À l'âge de 58 ans, il décide d'enfin réaliser son rêve d'un food truck et prend sa retraite anticipée et part sur les routes en Suisse. Donc on voit que le deuxième pilier, dans sa législation, a pu intégrer tous ces facteurs-là. Par contre, l'un des facteurs, et je pense que là, dans la prochaine révision, il faudra absolument que l'on tienne compte, c'est que les taux partiels, par le montant de rémunération qui est resté fixe jusqu'à maintenant, subit des conséquences financières assez importantes dans le niveau des rentes des personnes qui ont choisi ce mode de travail. Merci beaucoup, Madame Pietrini. Dans une deuxième intervention, M. Louzenti va nous parler des caisses de pension et des tendances en matière de performance, ainsi que de la façon de faire coïncider la finance durable avec le rendement financier et la sécurité des placements. La parole est à vous. Vous avez été, que je vous présente quand même 2 minutes, vous avez travaillé chez Aon, Zurich, UBS, Robeco, avant de créer votre propre entreprise il y a 18 ans. La parole est à vous. Merci. Alors effectivement, au long de ma carrière d'une trentaine d'années, j'ai eu l'occasion, dans le cadre ou en relation avec le deuxième pilier, d'avoir des activités diverses en tant qu'actuaire, en tant que gérant d'une fondation collective aussi, ensuite en tant que responsable de placement dans une banque et une société d'asset management. J'ai aussi eu l'occasion de m'occuper de questions internationales pour le compte d'une compagnie d'assurance. Ce qui fait qu'effectivement, j'ai eu, pendant cette trentaine d'années, la chance de voir les aspects divers et multiples du deuxième pilier, et de pouvoir aussi les comparer un peu sur un plan international, puisque j'avais fait ma thèse dans ce domaine-là, en comparant le système suisse à celui d'autres pays. Alors, par rapport à ce que Mme Pietrini a dit, je crois qu'il y a une chose que j'ai envie de souligner, c'est l'extraordinaire flexibilité du deuxième pilier. Alors, Mme Pietrini a parlé des aspects, disons, administratifs, techniques, pour
prendre en compte l'évolution de la situation personnelle d'un assuré tout au long d'une carrière, voilà, qui dure 30 ans et qui peut-être plus, peut-être à l'avenir, voilà, si l'âge de la retraite est retardé, on va aller au-delà de ces 30 ans, 35, 40. Mais effectivement, le deuxième pilier a cette faculté assez particulière. Le deuxième pilier suisse, peut-être il faut aussi insister, d'avoir une extraordinaire flexibilité et je crois qu'il faut le souligner, le mettre en évidence. Un autre point que j'ai envie de mettre en avant dans le cadre de cette introduction, qui peut être parfois une source de confusion concernant le deuxième pilier, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas d'un compte d'épargne ou d'un compte d'investissement, comme on pourrait le croire parfois. Il ne s'agit pas pour chacun d'entre nous, donc les assurés qui avons un compte au sein d'une fondation de prévoyance, alors d'entreprise ou collective. Il ne s'agit pas d'un compte particulier sur lequel s'accumulent les cotisations de l'employeur, les vôtres propres en tant qu'assuré et évidemment le rendement de la fortune. Ce n'est pas un compte d'épargne, ce n'est pas un compte de placement, mais c'est quelque chose de plus complexe. C'est un animal, en fait, ce deuxième pilier suisse. Si vous le comparez à d'autres pays, c'est encore beaucoup plus évident. C'est un animal très particulier, un animal complexe, hybride, voire peut-être à certains égards, si on veut être négatif, un peu monstrueux, parce qu'il intègre beaucoup de choses. C'est à la fois le côté système de capitalisation, qui fait que ces contributions, ces cotisations, au fil des années, à intérêts composés, vont générer un capital le plus important possible pour l'âge de la retraite. Donc c'est fondé évidemment sur un système de capitalisation. Mais c'est également une assurance. Vous avez une couverture contre les risques invalidité, décès. Donc cette composante assurance est importante. Et bien évidemment, une chose à ne pas oublier, c'est une assurance sociale. Le deuxième pilier fait partie du système suisse des 3 piliers. Il y a une coordination étroite entre le premier et le deuxième pilier, et cette dimension assurance sociale fait qu'il y a des contraintes importantes en termes de dispositions pour les prestations, pour le financement. Donc simplement, chaque fois que vous pensez au deuxième pilier, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit d'une structure complexe qui n'est pas un compte d'épargne, qui intègre beaucoup d'éléments, et surtout, gardez aussi à l'esprit qu'en comparaison internationale, il n'y a pratiquement pas de système comme le système suisse qui offre autant de prestations que justement le système suisse, que ce soit en termes de financement, que ce soit en termes de prestations, accession à la propriété, à l'utilisation d'une partie du capital de prévoyance, répartition du capital entre époux au moment du divorce, transfert à l'étranger lorsque l'assuré s'établit ailleurs. Il y a toute une série de prestations donc très développées, et ça quand même, c'est quand même unique, c'est quand même extraordinaire d'une certaine manière, mais, et c'est peut-être là-dessus que je vais finir ma petite introduction, avant qu'on parle peut-être des investissements. C'est vrai que depuis une quinzaine d'années, le système est un peu sclérosé. Il y a tellement finalement de contraintes, d'attentes politiques, économiques, d'exigences et également de contraintes formelles en matière de législation qui font que depuis 10 ou 15 ans, le système est sclérosé et qu'on a beaucoup de peine à le régénérer sur un plan économique, le tout dans un environnement extrêmement difficile depuis une dizaine d'années avec la crise financière et plus récemment avec la crise du Covid, et extrêmement difficile également du fait de la situation très particulière de l'économie suisse qui doit faire front avec une devise, le franc suisse, qui structurellement, depuis des décennies,
voit son cours s'élever par rapport à toutes les autres devises. Donc ça fait beaucoup de contraintes pour le système tel qu'il existe actuellement. Bien, merci beaucoup pour vos deux introductions. Continuez à poser des questions. Plusieurs se recoupent d'ailleurs. Il y a plusieurs personnes qui s'interrogent sur le mode de gouvernance. En fait, on retrouve la question d'investissement responsable. Mais la gouvernance, non pas des placements, mais du système lui-même. Roman, par exemple, la Suisse a construit un deuxième pilier fondé sur un système de milices dans les conseils de fondation. Il n'empêche pas la concentration en faveur des grands groupes. Qu'en pensez-vous? Le système devrait-il se comparer davantage à celui qui est pratiqué par le Canada, qui est dominé par les grands groupes? Et Marc, un peu la même question, que si les caisses d'entreprise disparaissent au profit des caisses communes ou collectives, c'est pour des motifs de masse critique, respectivement de complexité du domaine qui s'est accru et nécessite des décideurs plus professionnels et compétents. Alors, est-ce que le système de milice arrive à son terme? Est-ce qu'il faut professionnaliser, mettre des CEO de caisses de pension et les rémunérer autrement? Vous pouvez peut-être, vous deux. Je réponds volontiers à cette question que j'ai déjà eu l'occasion de traiter plusieurs fois, soit par écrit, soit également dans des forums comme aujourd'hui. La question, en fait, il faut la poser dans un contexte suisse plus général. Le système de milice, vous le retrouvez où? Vous le retrouvez dans les communes, où vous avez aussi un système de chef de commune, maire, etc., adjoint, qui est variable en fonction de la taille justement de la commune. Lausanne, Genève, ça ne va pas être la même chose qu'une petite commune dans une région reculée. Mais ce système de milice, il existe au niveau, au niveau des administrations, au niveau des communes. Il existe aussi, ne l'oublions pas, au niveau de l'armée. On a encore une armée de milices. Régulièrement, la question se pose, est-ce qu'il faut professionnaliser? Donc je crois que la question est plus générale. En ce qui me concerne, j'aurais tendance à dire, sur la base des expériences au quotidien avec des conseils de fondation qui sont constitués de milices, eh bien, je trouve que ce système fonctionne très bien. En plus, en Suisse, on a, ne l'oublions pas, quelque chose qui est quand même assez unique, qu'on n'a pas dans d'autres pays non plus, par exemple au Canada, c'est la question de la représentativité paritaire employeur-employé. Donc, les employés, par leurs délégués, peuvent intervenir très directement dans les conseils de fondation, dans le système de milice, et faire valoir leur point de vue. Mon expérience, c'est que dans l'ensemble, ce système fonctionne bien. Dans l'ensemble, les gens sont bien préparés, les délégués sont bien préparés. Et j'en veux aussi pour preuve, d'une certaine manière, que depuis 1985, donc depuis l'introduction de la LPP en 1985, on n'a pas eu, et Mme Petrini peut me confirmer, on n'a pas eu de gros couacs en Suisse, on n'a pas eu de grosses pertes, on n'a pas eu de scandales énormes qui soient liés aux caisses de pension. Bien sûr, il y a eu des échecs, bien sûr, il y a eu des choses qui ont été moins bien faites, bien sûr, il y a eu parfois aussi il y a pu y avoir des cas de gestion incompétente ou déloyale, mais dans l'ensemble, ça fonctionne bien. On n'a pas eu de grosses casses, et je ne vois pas a priori pourquoi remplacer ce système, qui encore une fois est une spécificité suisse qu'on retrouve ailleurs aussi. Bien, merci. Mais oui, bien sûr. Je profite juste. Jacqueline qui pose aussi la question dans ce sens. Si les professionnels géraient les caisses de pension, la performance serait-elle meilleure? Alors, dans la population, les préoccupations à l'égard du deuxième pilier sont quand même bien réelles. Donc, on peut dire on ne peut pas faire mieux. Est-ce qu'on peut faire mieux avec un peu plus de professionnalisation de gouvernance? Moi, je rejoins tout à fait ce que M. Luzenti a dit. C'est que je pense que le système de milice est dans les gènes suisses. Donc, c'est un système, je dirais, à tout niveau où la Suisse a pu démontrer que ça fonctionnait assez bien. D'autre part, on a vu aussi que les caisses ont su s'adapter aux dangers auxquels elles font front maintenant, qui sont la longévité et la baisse des rendements. De plus, on a aussi en Suisse une peur un peu atavique de la centralisation, et on aime bien que les choses soient assez séparées. On a ça aussi au niveau des caisses maladies, on n'aime pas la centralisation. Donc ce système de milice me semble tout à fait correct. Ensuite, d'un point de vue des placements,
c'est clair que les services, au conseil de fondation encore de milices sont autour de spécialistes. Donc elles ont cette sagesse. Donc je ne pense pas que professionnaliser notre système de milices puisse améliorer de manière spectaculaire les résultats actuels des caisses de pension. Très bien. À propos des placements, justement, une question de Marie. Continuez de poser les questions, donc. D'après Swisscanto, une amélioration de la performance de 0,6% des caisses de pension résoudrait le problème de l'augmentation de l'espérance de vie. Alors, comment trouver ces 0,6% et ne plus discuter d'augmentation de l'âge de la retraite? Est-ce que... Alors voilà. peut-être juste pour dire, c'est clair qu'en absolu, si on augmente les rendements, il y aurait plus d'argent dans les caisses, donc forcément on arriverait. Mais l'étude ne dit pas comment le faire, et c'est quand même quelque chose d'assez hypothétique. Et je crois que d'annoncer cette augmentation-là, ça ne va pas être la chose qui peut résoudre les problèmes actuels du deuxième pilier, et que sa réforme est tout de même nécessaire. Peut-être aussi une question très concrète de Gisèle. En sachant que la rente, deuxième pilier sous forme de rente, ne permet pas de vivre convenablement, même à l'âge légal de la retraite, est-il préférable de prendre la rente ou le capital? Peut-être, M. Luzenti. Écoutez, moi je crois que, bon, il n'y a pas de réponse, disons, oui ou non, je crois, à cette question. Simplement, je pense que la rente, bon, ensuite qui est taxée comme un revenu récurrent au niveau cantonal et fédéral, alors à ce handicap voilà, fiscal, puisqu'il y a une récurrence de la taxation annuelle ensuite, mais elle offre aussi cette garantie de revenus, justement. Et je pense que c'est un avantage important pour un ou une retraitée de savoir que chaque mois, en plus de l'AVS, il y aura une rente qui va tomber, comme on dit, régulièrement. Et je précise d'ailleurs que ces rentes, depuis que le deuxième pilier, dans sa forme actuelle, existe, n'ont jamais été vraiment affectées. Une fois qu'une rente est payée, elle garde toujours le même niveau, hein, donc ça c'est quand même une garantie importante. Je pense que la rente a pas mal d'avantages, d'autant plus que dans l'environnement économique et financier actuel, gérer un capital n'est pas chose si aisée. Il y a quand même le risque pour l'assuré qui prendrait son capital en partie ou en totalité, de réaliser des placements peu rentables ou de réaliser même des pertes et de se retrouver donc avec un avoir sensiblement amoindri. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de réponse oui ou non. La rente, à mon avis, a des avantages par le côté sécurité, par le côté régularité. Peut-être qu'il faut faire un mix dans la mesure du possible, peut-être combiner aussi avec un troisième pilier ou des troisièmes piliers, où là, il y a une prestation en capital qui se fait normalement. Mais je pense que la rente, dans la perspective de l'assuré, hein, a certains avantages. Alors, que ça soit bien clair, dans la perspective de la caisse de pension, elle préférera attribuer un capital plutôt que la rente, parce que la rente va lui coûter quelque part à cause du problème du taux technique, alors que le capital, une fois qu'il est payé, la caisse de pension se défait du problème et n'y est plus confrontée. Donc il faut aussi voir cette perspective. Très bien, merci pour ces explications. Je vous rappelle que nous aurons encore une intervention de Bruno Pecchi, plus humoristique que technique à la fin de la conférence. Continuez d'envoyer vos questions. Une d'abord pour Madame Pietrini. Vous semblez assez alarmiste. Le système des trois piliers est-il menacé? Et une autre de Nathalie qui va un peu dans le même sens. Pardon pour M. Luzenti, donc vous pourrez répondre les deux à la même question. Le deuxième pilier semble rappeler les dinosaures. Est-il appelé à disparaître? Donc, les questions sont plutôt alarmistes, disons. Ce n'était pas du tout mon propos de devoir être alarmiste. La chose que j'ai voulu présenter, c'est que le monde a changé. Ce ne sont pas les caisses de pension qui ont changé, c'est que le monde a changé. On voit que les caisses de pension ont su gentiment s'adapter, hein, par leur taux de conversion, par leur taux technique. On a encore, par contre, un point qui doit être changé, c'est sur notre plan du minimum LPP, où vraiment on attend cette révision avec impatience.
Donc là, des changements sont à venir, mais les caisses de pension ont pris le problème à bras-le-corps et ont trouvé des solutions jusqu'à maintenant. Donc je ne serai pas alarmiste. Et c'est vrai que notre société change et que les caisses de pension sont un peu des grands paquebots. Donc les changements ont eu lieu, mais de manière assez souple, assez lente, qu'on n'a peut-être pas remarqué, mais un grand chemin a été fait depuis 1985 jusqu'à nos jours. Et je pense que c'est un système qui est encore solide, c'est simplement qu'il demande à avoir des adaptations. M. Louzenti, des Oui, alors moi je suis légères pas non modifications plus. suffisent? Moi je suis pas non plus, disons, défaitiste ou inquiet. En relation spécifique avec le deuxième pilier suisse, la manière dont il est construit, les caisses de pension, etc. Une fois, globalement, comme je l'ai dit, il tient la route, il est perfectible, mais il tient la route et il est plutôt costaud. Par contre, c'est vrai, non seulement le monde a changé, mais l'économie, le monde économique a changé, le monde de la finance a changé. Mais là, c'est une évidence à laquelle on est confronté tous les jours lorsqu'on regarde l'économie réelle, d'abord suite à la crise financière en 2008-2009 et ensuite maintenant, suite au Covid, on voit bien que le monde change dans la mesure où l'endettement n'a jamais été aussi considérable, l'endettement de la part des États, mais aussi l'endettement de la part des particuliers, en particulier en Suisse. Alors l'endettement public est relativement restreint, mais l'endettement des particuliers est énorme, principalement dans le secteur immobilier avec les hypothèques. Donc cette dimension-là de l'économie réelle, de l'économie financière, forcément, elle se répercute aussi sur le deuxième pilier qui subit les mêmes contraintes. Ces contraintes, quelles sont-elles? Eh bien, la rentabilité de toutes les classes d'actifs a baissé drastiquement en 10 ans et encore cette année, en partie du fait des politiques des banques centrales, avec une création de monnaie complètement débridée, qui fait qu'on a des taux nuls ou négatifs dans un grand nombre de pays aujourd'hui. Et forcément, si vous avez des taux nuls, eh bien, vous avez des classes entières, comme les obligations, qui ne présentent plus beaucoup d'intérêt et qui donc peuvent difficilement être tenues dans une allocation ou qui sont moins pertinentes dans une allocation. Donc, c'est vrai que je ne suis pas inquiet par rapport au deuxième pilier en tant que tel, mais l'environnement dans lequel il opère, alors là on parle de l'économie, on parle de l'économie financière, de l'économie réelle, est incommensurablement plus compliqué. Et en plus, avec les questions démographiques qui se posent, avec l'allongement de l'espérance de vie, etc., c'est presque déjà un miracle que le système tienne aussi bien le cap dans ces circonstances si difficiles. Très bien. Une question qui est en direction de M. Pecchi, puisque seulement au milieu, disons, nous, à 30 ans, face à la dégradation de la situation, que recommandez-vous? Le troisième pilier traditionnel, avec des comptes auprès des banques ou des assurances, ou investir nous-mêmes en bourse? Peut-être. C'est pas moi qui dois répondre. Non, peut-être vous pouvez. Non, je n'ai pas les éléments de réponse. Mais je me pose la même question. Ça. Peut-être M. Louzenti de Oui. nouveau. Alors, bon, c'est un point intéressant parce que finalement, ça met en évidence un peu l'alternative caisse de pension structure collective, avec des contraintes qui sont fortes, qui sont réelles, on en a parlé, et ce que j'appelais tout à l'heure justement le compte d'épargne individuel, compte d'investissement individuel, etc., où on fait finalement ce qu'on veut, en bien ou en mal. Je crois qu'il vaut la peine de souligner qu'en termes d'efficience, les avoirs investis par vous, par les assurés dans le deuxième pilier, sont gérés de manière très efficace en termes de coûts et en termes également de rentabilité, si on prend en compte justement le fait que le franc suisse renchérit par rapport à toutes les devises, etc., qu'il y a la contrainte sur les taux d'intérêt et la baisse des rendements de toutes les classes d'actifs. Donc le deuxième pilier, en termes de formule de placement, est pour un particulier sans connaissance
disons, approfondie de la finance est une formule performante et efficace. Maintenant, je peux comprendre que certains qui aiment boursicoter, qui aiment prendre plus de risques, se disent finalement, ma caisse de pension, c'est des papilles, il y a 30% d'obligations, il n'y a que 30 ou 35% d'actions, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas 70% dans Apple ou dans Tesla? On peut comprendre ce genre de raisonnement, mais encore une fois, il faut bien dire que dans la structure de deuxième pilier, on essaye autant que possible de réduire, de limiter le risque. Si vous investissez vous-même en direct dans un compte d'investissement ou le compte d'épargne, vous supportez la totalité des gains et aussi vous supportez la totalité des pertes. Alors c'est vrai qu'en 10 ans, en 20 ans, dans le long terme, les placements en actions étaient effectivement très rentables, mais rien ne nous garantit qu'il en sera de même si demain, pour des motifs X, les banques centrales ne peuvent plus financer comme elles le font les dettes et puis que les États ne peuvent plus s'endetter comme ils le font. Donc, encore une fois, je pense que c'est une formule finalement efficace en termes de coût, efficace en termes de rentabilité, si on prend en compte tous les critères. Mais voilà, ceux qui voudraient aller au-delà, eh bien, il faut leur rappeler qu'il y a le troisième pilier. Le troisième pilier qui est aussi fiscalement privilégié, où là, les libertés de manœuvre sont grandes, et évidemment, les comptes d'épargne ou d'investissement individuels. Oui, une question qui porte sur notre discours trop technique, justement. Quelle est la différence entre le taux de conversion et le taux technique, peut-être? Vous pouvez nous expliquer? Oui, le taux de conversion est le taux qui permet de transformer le capital accumulé durant la vie active en rente au moment de la retraite. Et le taux technique, c'est le taux avec lequel les caisses de pension déterminent les dettes qu'elles ont vis-à-vis de leurs assurés, avec lequel elles calculent la hauteur de leur passif. Ce qui me permet de poser une question qui est posée justement en ligne. Est-ce qu'avec la baisse du taux de conversion, on va bientôt avoir un taux zéro? Où s'arrêtera la baisse de la courbe? Non, le taux zéro ne pourra pas avoir lieu parce qu'au minimum, et ça je pense qu'on n'y arrivera jamais, le grand minimum qu'on peut atteindre, c'est simplement diviser le nombre d'années à vivre en faisant l'inverse, qui est le nombre de rentes qui devraient être versées sans intérêt, et qui se situe autour de 5, mais on n'y arrivera probablement jamais. Et sur le même thème, Michel, pourquoi ne sortons pas le taux de conversion de la LPP pour le placer dans une ordonnance, beaucoup plus facile à adapter? Alors ça, c'est un peu dans la prochaine révision de la loi où justement ce taux de conversion devrait être un peu enlevé de cette forme erratique qu'elle a actuellement pour pouvoir être adapté plus facilement aux évolutions. Bon, merci de continuer à envoyer vos questions. Il y a le deuxième thème sur l'investissement responsable qui n'apparaît pas encore. Mais peut-être que, M. Louzenti, vous pouvez nous dire si ça permet d'augmenter le rendement, puisque sans trop augmenter le risque. Disons. Bon, je pense qu'il faut, on peut envisager la question du développement durable, des placements durables, d'abord comme dans une perspective de changement de paradigme un peu dans la société, puisque voilà, il y a une prise de conscience progressive de la nécessité de prendre des mesures pour réduire la hausse des températures à 2 degrés, hein, c'est le fameux traité de Paris, et donc les gouvernements, les particuliers, mais aussi les entreprises et aussi les investisseurs donc, sont dans cette évolution de société, de changement de paradigme, appelés à prendre leur part et appelés à mettre de leur côté en œuvre certains changements. Ça, c'est le côté, on va dire, société. Voilà, chacun d'entre nous peut décider d'aller en vélo électrique au bureau, de prendre plus le train, moins la voiture. Voilà. Et dans ce contexte-là aussi, les caisses de pension peuvent avoir une contribution. On peut aussi voir
cet aspect développement durable dans une perspective un peu plus technique, on va dire, donc en relation avec les aspects techniques qui concernent le deuxième pilier. Par exemple, un développement très important des dernières décennies, c'est que de plus en plus de placements sont réalisés sous une forme indicielle. Ça, c'est un grand changement pour des motifs de coût, pour des motifs de réduction de l'écart par rapport à ces indices. De plus en plus de placements sont réalisés également avec ces critères ESG, et on voit également apparaître, toujours sous l'angle technique, de plus en plus de placements réalisés dans des classes d'actifs peu ou moins liquides, comme les infrastructures, parce que tout simplement la rentabilité des obligations, par exemple, est trop faible, donc on est amené à diversifier. Une précision encore, aujourd'hui dans les caisses de pension, on parle habituellement d'application de critères ESG. Et ESG, c'est le diminutif pour E, donc environnement, S, social, et G, gouvernance. Donc l'aspect sustainable, l'aspect environnemental, c'est une des composantes, c'est un des éléments d'une amélioration ou de prise en compte plus large de critères, pas seulement des critères financiers, mais justement également des critères de durabilité. Mais, encore une fois, l'environnement n'est qu'un élément, et dans les faits, on observe que la contribution la plus importante, en fait, est apportée en termes de rendement, de qualité de placement, par le facteur gouvernance. Donc on voit très bien aujourd'hui que les placements réalisés dans des entreprises qui présentent la meilleure gouvernance sont ceux pour lesquels l'impact en termes de résultats est le plus important. Très bien, j'ai deux questions liées à l'actualité politique et les votations de 27 septembre. De Xavier, quel est l'impact de la libre circulation sur la viabilité du système social? Et une de Dominique il nous dit qu'on ne parle pas assez de l'apport des jeunes Européens qui viennent en Suisse et qui contribuent au financement du deuxième pilier. Alors, est-ce qu'on a étudié la question sous l'angle de l'impact positif ou non de la libre circulation sur le système? Je crois que l'impact le plus grand est quand même sur l'AVS, le premier pilier, hein, qui est un système en répartition où les gens qui travaillent payent directement des cotisations qui sont versées pour les rentiers actuels. Sur le deuxième pilier, qui est un système en capitalisation, l'impact n'est pas mesurable aussi facilement parce que chacun construit un peu sa propre retraite au sein d'une institution collective ou bien d'entreprise. Et le capital, en quelque sorte, sert à financer sa propre rente et n'a que très peu d'impact sur la collectivité par rapport au premier pilier. Peut-être pour renchérir sur ce point, effectivement, l'impact de la libre circulation, elle est prononcée sur l'AVS et beaucoup moins sur le deuxième pilier, puisque malgré tout, en dépit des éléments, disons, collectifs, c'est quand même un système de capitalisation individuelle où chacun contribue dans un cadre collectif à son capital qui est ensuite transformé en rente ou prélevé sous forme de capital. Par contre, on a eu cet examen récemment pour un de nos clients, qui est une entreprise industrielle en Suisse romande, où le responsable, qui est en même temps le directeur financier, avait observé que pratiquement la moitié des assurés prenaient leurs prestations sous forme de capital, pratiquement la moitié, et dans la plupart des cas, parce que c'était des travailleurs qui venaient de pays voisins ou moins proches, eh bien, dans la plupart des cas, ces travailleurs retournaient dans leur pays avec leur capital, en faisant le calcul que, en bénéficiant de l'AVS suisse, plus de leur capital du deuxième pilier, eh bien, en Portugal, en Tunisie, en Italie, eh bien, ils pouvaient vivre largement. Et donc, on voit effectivement beaucoup cette combinaison
de prise de capital et de retour dans le pays d'origine, d'une certaine manière, avec ce capital. Une question peut-être portant sur les risques de stress, justement. Faut-il permettre aux caisses de pension de prendre plus de risques? Alors, est-ce que le cadre réglementaire est trop strict, qui amène à avoir beaucoup d'obligations? Peut-être pour vous? Alors, le cadre en soit assez strict, mais les caisses de pension ont quand même la possibilité de sortir de ce cadre strict si elles font la preuve que leur placement a été étudié, elles doivent écrire un rapport. Donc, je pense de ce point de vue-là, la loi n'est pas si stricte qu'on pourrait le penser. De plus, il est vrai qu'il y a beaucoup d'obligations, mais c'est souvent un choix des caisses de pension de garder pas mal d'obligations, ce qui peut être un choix historique ou un choix philosophique. Oui, et le fait que la proportion des obligations dans les portefeuilles soit de l'ordre de, on va dire, 20, 30, voire 35. Un peu plus, 35%, c'est une chose. Après, il y a obligation et obligation. Il faut bien aussi considérer que le fait que les obligations en France suisse, vous avez des taux négatifs, c'est clair. Donc la seule motivation, c'est que vous n'avez pas de risque de change, on va dire, et que vous avez une volatilité très réduite. Mais vous avez des possibilités de diversification qui sont quand même pas négligeables. Vous pouvez diversifier dans les obligations en monnaies étrangères, évidemment, mais également dans les marchés émergents où les taux d'intérêt sont encore plus élevés. Donc c'est une possibilité de diversification. Vous pouvez diversifier également dans les obligations convertibles qui ont un profil un peu asymétrique qui peut être intéressant. Donc il y a des possibilités, mais clairement, le cœur d'un portefeuille, aujourd'hui, on l'a très bien vu depuis la crise financière, et encore une fois, les mesures révolutionnaires finalement des banques centrales, les obligations aujourd'hui ne constituent plus le cœur du portefeuille d'une caisse de pension. Le cœur aujourd'hui, c'est d'une part les actions sous toutes leurs formes, d'autre part l'immobilier, et évidemment encore un bon bout quand même d'obligations, mais ce bout-là, avec les années, risque de se réduire. Et peut-être pour rappel, le Conseil fédéral a décidé il y a peu d'autoriser les caisses de pension à investir jusqu'à 10% en infrastructures suisses et étrangères, 10%, lesquels 10% viennent se joindre et se cumuler avec les 15% des placements non traditionnels, qui sont donc le private equity, les insurance-linked securities, etc. Et ce qui fait qu'à l'avenir, donc, sous une forme même standard, une caisse de pension peut investir jusqu'à 25% dans ces classes non traditionnelles et dans les infrastructures, ce qui est significatif. Mais il faut savoir aussi que l'inconvénient de ces classes, c'est un manque de liquidité, souvent des coûts de gestion plus élevés. Et donc, une caisse doit aussi faire des arbitrages entre la liquidité dont elle a besoin pour payer des rentes, pour faire front à des situations imprévues. Elle doit faire aussi des arbitrages pour les coûts, puisque certaines classes sont plus chères. Mais globalement, les possibilités de diversification sont considérables, oui. Une question qui fait un peu le pont avec la troisième conférence sur le forum prévoyance. Combien de temps sera-t-il nécessaire pour qu'une réforme du deuxième pilier intègre les parcours de vie des années 2020? Donc, peut-être pour vous, est-ce qu'on va davantage ou quand prendre en compte et intégrer une amélioration au niveau du montant de coordination, par exemple? Je pense que ça a fait référence à ça. Oui. Moi, je pense que la prochaine révision va certainement tenir compte. On voit que les projets qui ont été mis en consultation par le Conseil fédéral tiennent compte déjà du fait que le montant de coordination va un peu être adapté. On va aussi privilégier un peu une prise de la retraite un petit peu plus souple, avec des âges différents. Et puis, dans le projet aussi, les bonifications de vieillesse vont être un peu changées pour être un peu plus égales le long du parcours des personnes. Et puis avoir un échelonnement très important comme actuellement.
Donc il y aura certainement un des problèmes actuels, c'est que les personnes qui se retrouvent malheureusement au chômage dans les dernières années de leur vie perdent beaucoup de leur rente. Et ça, maintenant, plusieurs éléments font qu'on n'aura plus ce problème. Peut-être juste un commentaire concernant ce point. Et je l'ai mentionné dans mon introduction. Je pense qu'on a atteint dans le deuxième pilier un degré d'individualisation qui est déjà très poussé. On peut certainement améliorer les choses. Par exemple, je suis tout à fait favorable à une réduction du plancher qui détermine l'entrée dans le système d'assurance, qui défavorise d'une part les femmes qui travaillent à temps partiel, etc. Donc ça, c'est jouable. De même, je suis favorable à un abaissement de l'âge officiel à partir duquel on est soumis à la LPP. On pourrait passer sans trop de difficultés de 25 ans à 20 ans. Mais, de façon générale, on a quand même des contraintes. Si on individualise totalement, on perd aussi l'avantage des poolings qu'on a aujourd'hui, des groupements. Ce qui fait l'attrait, je pense, du deuxième pilier dans sa forme actuelle, c'est qu'il y a des prix de gros qui peuvent être proposés aux entreprises, qui peuvent être proposés aux assurés. Oui, on peut dire que non, on n'a plus besoin de ces prix de gros, on n'a plus besoin de ces poolings, on passe au retail. Mais vous verrez à ce moment-là vraiment une explosion des coûts et pas forcément une amélioration des prestations. Donc c'est difficile, il faut trouver des équilibres dans un environnement économique financier qui est vraiment chahuté, hein, on le voit tous les jours, mais également dans un environnement politique qui est difficile. On voit que le Parlement a de la peine à se mettre d'accord, il a encore un peu changé de couleur depuis 2 ans. On voit que dans l'opinion, les attentes sont très élevées. Donc, attention, on ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite. Très bien, merci beaucoup. Bruno Pecchi, à propos de limites, est-ce que vous allez déplacer certaines... Enfin, celle du langage, probablement. Donc, la semaine passée, vous nous avez parlé de votre crainte que Roger Federer prenne sa retraite. Et voilà, je l'ai toujours. Hein. Cette semaine. C'est une peur quotidienne. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être ici, hein, très content d'être en compagnie de Catherine Petrini et Graziano Luzenti et je suis ravi de faire votre connaissance parce que je dois profiter d'avoir devant moi des professionnels de la prévoyance pour vous dire quelque chose. Merci. Merci de se préoccuper de nos retraites parce que si tout le monde était comme moi et s'en foutait complètement de tout ça, ah bon, on serait dans la merde. Hein. Donc merci et vu que je l'ai sous la main, je vais me permettre de vous poser une question. Pourquoi avoir choisi ce métier ? Non, mais ne me dites pas que c'est par passion, quand même, ce serait étonnant. Non, en vrai, plus rien ne m'étonne. Hein. La semaine dernière, une des intervenantes m'a dit qu'elle préférait Lausanne à Genève, donc je suis habitué aux réponses insensées. Blague à part, quand vous étiez enfant, vous vouliez faire quoi ? Parce que je connais aucun enfant qui s'est dit « Mon rêve, c'est de devenir professionnel de la prévoyance ». Est-ce que depuis petit, votre passion, c'est pas les BD, mais les PowerPoint ? Quand vous dessinez quoi ? Des graphiques ? Je suis sûr que la première fois qu'on vous a montré les pyramides d'Égypte à l'école, vous avez dit « Il manque un truc, il faut qu'on rajoute l'âge de la population à côté. Hein. » Mais je me dis, c'est fou que vous vous rencontriez aujourd'hui, parce que vous deux, enfants, vous seriez super bien entendus. Ah bah pour jouer aux policiers et aux voleurs, ça aurait été parfait. Hein. Catherine Petrini, en tant que vice-présidente de la commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle, vous auriez été la policière, et Graziano Luzenti, en tant que conseiller en placement, vous auriez évidemment joué aux voleurs. Attention, non. Ce que je dis, il faut le prendre comme un compliment. Il faut le prendre comme un compliment. Je pense que vous, enfants, non, vraiment, vous étiez des surdoués. Parce que moi, à l'école, quand j'ai vu pour la première fois des images des ruines de la Grèce antique, je me suis dit, wow, je veux devenir archéologue. Vous étiez là, wow, des piliers, je veux utiliser ça toute ma vie. Je vous dis ça parce que moi, j'ai un petit don pour trouver des passions aux gens. Par exemple, ma sœur, si elle fait ce qu'elle aime dans sa vie, aujourd'hui, c'est grâce à moi. Parce qu'en fait, quand j'étais petit, je zozotais. Du coup, je suis allé chez une logopédiste. Ma sœur m'accompagnait à chacune de mes consultations et ça réveillait une passion en elle. Et aujourd'hui, ma sœur, elle zozote. Bref, revenons à ce pourquoi nous sommes ici. La retraite. Hein, et pour répondre à la question que vous posez, non, étant enfant, je ne rêvais pas de faire des chroniques humoristiques à ce sujet. Qui plus est, un jeudi du Jeune Genevois soit un jour férié pour moi. Mais finalement, ça me fait plaisir d'en apprendre plus à ce sujet. Et après 2 conférences, si j'ose faire une synthèse de ce que j'ai appris, alors je suis désolé si je m'avance un peu, j'utilise du vocabulaire que je ne maîtrise pas, personne n'a osé s'avancer là-dessus, mais si je résume la situation de la prévoyance en Suisse, c'est la merde. Ah, non, faut le dire. Ah bah, lors de la précédente conférence, on a même parlé de conflits entre générations, et franchement, j'espère que ça ne va pas arriver. Hein, parce que vieux vs jeunes, honnêtement, les jeunes gagnent.
Autant dans la bataille virus vs vieux, vous avez eu de la chance, la plupart d'entre vous a survécu. Mais s'il y a un conflit jeunes contre vieux, les jeunes gagnent facile. Suffit de dire on règle ça sur Instagram, vous êtes foutus. Non, c'est notre unique chance, hein, parce que si on règle ça dans les urnes, on va prendre cher. Aujourd'hui, on a aussi parlé des placements des caisses de pension. Et là, je m'adresse à tous les employés des caisses de pension qui nous regardent. Je vous propose de placer l'argent que vous avez directement sur mon compte. Monsieur Louzenti, je vous donnerai mon IBAN à la fin de la conférence. Mais oui, investissez en moi. Hein, on l'a répété aujourd'hui, mais il faut prendre des risques. Moi, je suis le premier à aimer le goût du risque. La preuve, j'ai déjà commandé une fondue en France. Alors oui, prenez des risques, mais s'il vous plaît, investissez dans des fonds verts. Ah non, parce qu'on critique les jeunes qui ne s'intéressent pas aux retraites, mais on l'a vu vendredi passé avec la grève du climat, leur intérêt aujourd'hui, c'est l'écologie. Et on ne peut pas leur en vouloir. Parce que oui, il faut qu'on s'intéresse au système de prévoyance, mais on n'est même pas sûr d'arriver en vie à notre retraite. Donc concentrons-nous sur l'environnement et après, on ira manifester pour les retraites. Parce que si les caisses de pension font des investissements dans des fonds qui ont un mauvais impact sur l'environnement et que ça rapporte de l'argent, c'est cool. Ah, mais le problème, c'est qu'on n'est même pas sûr de voir la couleur de cet argent. Et alors là, ça devient le serpent qui se mord la queue. Ou le reptile se rongeant l'extrémité de son organisme. Non mais je m'adapte, hein, vu que les professionnels de la prévoyance aiment bien les mots compliqués et qu'on ne comprenne rien. Non, je te jure, le système de prévoyance suisse, j'ai l'impression c'est un film de Christopher Nolan. Tout le monde dit de s'y intéresser, mais personne n'y comprend rien. Et comme pour un film de Nolan, il faut regarder ça plusieurs fois pour comprendre. Donc là, je suis à ma deuxième conférence et j'ai l'impression de capter certaines choses, hein, comme le fait que les intervenants de ces conférences ont eu des enfances bizarres. Je me réjouis de la troisième. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Bruno Pecchi. Merci beaucoup, Catherine Pietrini et M. Graziano Louzenti. Merci pour votre participation et vos nombreuses questions. La semaine prochaine, le troisième rendez-vous, comme vous l'avez annoncé également, portera sur la prévoyance déconnectée de la société. Quel remède? Nous accueillerons Marlène Rast, qui est membre de la direction du groupe Mutuel, et Maxime Morand de Provocation, du Conseil en leadership et en ressources humaines. Merci beaucoup. À la prochaine.